Grant Morrison, l'auteur de comic book, souligne souvent en entrevue qu'il ne ressent aucun problème avec les changements drastiques faits à des personnages du canon super-héroïque, tant que l'objectif est celui de raconter de meilleures histoires. Dans les années récentes, il nous apparaît que l'univers Marvel a décidé de prendre cette réflexion comme agenda, avec l'augmentation considérable des titres mettant en vedette des super-héroïnes. De plus, la maison de publication a aussi défrayé la chronique en transformant certains de ces super-héros communément mâles en femmes. Le tout hors de tout doute pour laisser place à la création d'histoires plus intéressantes. L'objet de notre communication vise à observer les incidences de réattribution sexuelle dans le canon super-héroïque et ses impacts sur le personnage, sur le lectorat et sur l'imaginaire super-héroïque en général. J'ai inscrit ma démarche dans la lignée des Cultural Studies simplement car, comme Lillian Robinson nous le rappelle, connecting the narrative to the dominant or sometimes for that matter the latent and resistant forces in society is perhaps the most obvious part of the critical mandate. But there are other places outside the text that inform it and that should inform a cultural reading. One of them is the interaction between the reader and the text. Citation qui est tirée de Wonder Woman, l'œuvre de Lillian Robinson, publiée chez Routledge. Pour ce faire, nous penchons sur les personnages X-23, Thor et Spider-Man. Dès lors, il me doit de spécifier que l'objet de ma communication ne sera pas les réappropriations qui se produisent dans une optique d'hypersexualisation ou d'érotisation des personnages. Ce n'est pas dans la volonté de faire une version hot d'un personnage bien connu. Cette convention amicable appelée Rule 63 de l'Internet dicte, et je cite, « For any given male character, there is a female version of that character ». Ce trope est le fruit d'une subversion assez efficace et nécessaire à mon avis, fait aux mains du Hawkeye Initiative, qui s'efforce à démontrer le sexisme latent présent dans des pages du comic. En fait, plusieurs initiatives pullulent pour démontrer le sexisme systémique dans l'industrie. Kelly Sue DeConnick, auteur à succès des titres Captain Marvel et Bitch Planet, que si vous ne lisez pas, lisez-le tout de suite, oubliez ma communication, allez lire Bitch Planet, évoque un test pour déceler le sexisme en comic quand elle dit « Never mind that Bechdel test, try this. If you can replace your female character with a sexy lamp, and the story still basically works, maybe you need another draft. They have to be protagonists, not devices. » Je ne peux pas insister assez sur le fait que vous tous allez lire Bitch Planet. Et voilà pour ça. Donc, j'avance avec la problématique du marginal reconverti. À ce qui a trait des super-héros, j'aimerais avancer une simple hypothèse avant de rentrer dans les études de cas. L'hypothèse concerne notamment la décision de mettre au premier plan des super-héroïnes. Au-delà de ce que l'on appelle le bottom line, c'est-à-dire l'argent généré par une telle initiative, with female readership hovering at about 47% and women as the fastest growing comics reading demographic, tel que expliqué par Claire Lansbaum, il devient assez évident qu'il faut adapter le marché du comic book super-héroïque à ce lectorat qui est massif. Moi, je ne sais pas pour vous, mais je ne m'attendais pas que ce soit aussi massif que ça. Mais des initiatives de numérisation des bandes dessinées, des trucs comme Comixology, et ainsi de suite, nous permettent d'aller chercher les métadonnées et constater que 87% du lectorat actuel, du fandom actuel est composé de femmes. Il doit y avoir une raison ontologique pour la décision de rétablir un canon de super-héroïne dans un domaine jusqu'à maintenant fortement occupé d'hommes. Mon raisonnement face à ceci abonde dans le sens d'une réflexion sur le statut du civil, qui doit prendre l'effigie du super-héros. Veuillez voir que dans la genèse des super-héros, l'on mettait en scène des personnages vulnérables. Spider-Man, Steve Rogers comme Maigrichon, Bruce Wayne comme orphelin, et même, à la limite, Superman comme immigrant. Dans le contexte patriarcal, rares sont les personnages nés alpha. Notre contexte actuel nécessite de nouveaux personnages vulnérables ou opprimés, et c'est dans ce contexte que le héros féminin devient important. Nous devons avoir un underdog, c'est underdog que je vais utiliser à partir de maintenant, afin d'association avec le lectorat, qui plus souvent qu'autrement se sent comme extérieur de la société moderne. Permettez-moi aussi de souligner que c'est toujours le cas, malgré le climat d'omniprésence des super-héros, le lecteur de comic book dit Floppy est encore dans une position marginale. Le héros se doit d'être un individu au statut d'externe pour être capable de voir au-delà du vernis social, pour ne pas porter en lui le biais civilisatoire du privilège. Les héros d'antan étaient des humains au cœur bon, mais qui ne représentaient pas nécessairement la classe dirigeante de la société. C'est pour cette raison, à mon avis, que nous voyons l'apparition de personnages féminins, car ils représentent, de la vie des créateurs, de véritables témoins des injustices, des inégalités et des tensions de pouvoir entre les strates sociales. Ce sont elles qui occupent les premières lignes dans le combat contre l'injustice, car elles sont, pour la majorité, les premières victimes de cette dite tension. Il va même pour les personnages moyen-orientaux, ce qui a trait de Kamala Khan, la nouvelle protagoniste et effigie de Miss Marvel, personnages homosexuels comme Caroline Dean des pages de Runaways de Brian K. Vaughan, et aussi des personnages non-binary, genderqueer comme Zavin du même titre.
Ces personnages servent non seulement à présenter une diversité, mais viennent supporter l'hypothèse de la validité du héros dans le climat actuel. Dorian Lynskey de The Guardian nous explique que 53 years after Stan Lee created Spider-Man, it's hard for a straight white man like Peter Parker to represent the gawky underdog, like the half-black, half-Latino Miles Morales, who became the second Spider-Man in 2011. Kamala Khan is a modern take on a classic archetype. Le personnage féminin est actuellement celui qui est le plus propice à devenir un super-héros dans la fiction, mais dans la vraie vie également. Sautons à notre premier exemple, X-23, qui rapidement est un clone et qui donne l'opportunité de donner des rôles de créateurs à des femmes dans l'industrie du super-héroïque actuelle. Très vite, X-23 est une expérience, en fait, est le 23e clone, vous l'aurez deviné que les 22 autres n'ont pas survécu, en fait, la 23e tentative de cloner Wolverine, le super-héros canadien par excellence. Donc 22 tentatives échouées. À la 23e, on a décidé d'isoler et de se débarrasser du chromosome Y, et c'est pour cette raison qu'on a réussi la 23e tentative, c'est en se débarrassant de ce chromosome masculin. C'est le grec, le masculin? Les biologistes ensemble? C'est le grec? Oui, je suis. Et on a réussi à créer ce clone. Dans le cas présent, nous aborderons moins les impacts, dans le cas de X-23, nous aborderons moins les impacts diégétiques de la présence d'une Wolverine féminine, mais plutôt l'impact éditorial. Vous voyez par l'image que le personnage dévie que minimalement de son inspiration. X-23 a 2 griffes au lieu de 3, comme son patronyme. Créée en 2004, elle est le clone inachevé du célèbre héros canadien. J'ai dit canadien, j'ai mentionné et j'ai souligné qu'il était canadien 2 fois, parce que rétroactivement, on est en train d'essayer de biffer cette ligne-là. Elle est le clone inachevé du héros. X-23 a une carrière assez irremarquable jusqu'en 2011, moment où Marvel décide de mettre fin à la publication de cette série. Claire Landstrom, encore, nous dit « There was a similar outcry when X-23 was cancelled in 2011, particularly because it was Marvel's only female-led series at the time. The series starred Laura Kinney, who turned out to be a Wolverine clone, and was written by a woman, Marjorie Liu, que vous voyez juste ici. Si vous entendez beaucoup parler de Marjorie Liu présentement, c'est qu'elle est dans les premières lignes de combat en ce qui a trait du casting de Doctor Strange. Donc, toute cette problématique par rapport à les Asian Americans, elle, comme fait voir par son faciès, connaît ça de premier lieu. J'aborde dans le cas de X-23 en premier, j'aborde, pardon, le cas de X-23 en premier lieu, non pas pour les... J'ai déjà dit ça? Non. Non pas pour confirmer certaines de mes hypothèses sur les altérations diégétiques entourant la création des héros féminins à partir d'un patron masculin. Ce qui est important ici, c'est de souligner l'importance. Ce qui est important ici est de souligner l'importance, genre poule, de X-23 en tant que précurseur à un mouvement, celui de l'intégration de créatrices au sein de l'équipe éditoriale de Marvel. La création de personnages féminins présuppose de façon collatérale l'inclusion de créatrices au niveau créatif. C'est avec la mise en premier plan de personnages féminins que la communauté de lecteurs requiert que ces personnages soient écrits avec respect, et la meilleure manière de le faire, évidemment, c'est de demander à des femmes de le faire. Nous avons ici un exemple très particulier d'objet artistique qui dicte les conditions de sa propre réalisation. La demande pour une plus grande présence féminine dans le domaine des super-héros devient simultanément une augmentation de la demande des postes d'auteurs de comics. Et jusqu'à présent, ceci semble fonctionner pour le mieux. Les auteurs tels G. Willow Wilson et Kelsey Comics que j'ai cités auparavant, et des artistes comme Fiona Staples sont maintenant plus en demande que jamais, et à leur grand étonnement. Kelsey Comics a en fait, dans une entrevue, parlé de son introduction au titre Captain Marvel. Elle a dit « I thought the book was going to be cancelled in 6 issues ». Et pour cette raison, elle n'avait que planifié 6 numéros. La semaine dernière, je pense que c'est le numéro 18 qui est sorti. Kelsey Comics est en train de devenir une voix extrêmement importante dans le monde de la bande dessinée, notamment par son titre, tout le monde ensemble, Bitch Planet. Ouais, Bitch Planet. Cette récente, et c'est vraiment pas une blague, je suis pas juste en train de faire, lisez ça, il y a des très belles problématiques là. Cette récente resurgence d'intérêt a aussi rapatrié les exilés qui s'en étaient distanciés de la scénarisation, des auteurs tels Cecil Castellucci de Montréal, qui travaille sur Princesse Leia, et Anne Nocenti, qui a cessé d'écrire du comic dans les années 90, mais qui a effectué un retour en 2012 sur Catwoman, malheureusement pas disponible à la table en arrière. Ici, la création de X-23 devient une porte d'entrée pour l'embauche de créatrices qui peuvent donner les lettres de noblesse à un tel personnage. Le changement de sexe du personnage n'a pas d'influence sur la diégèse elle-même, mais plutôt sur le climat de production des œuvres. Ceci est une étape particulièrement importante qui viendra permettre l'existence d'autres personnages super-héroïques reconvertis, tels Thor. L'innovation face à la résistance au changement, non, l'innovation et la résistance au changement
pour l'industrie qui passe son temps à tuer les personnages pour des raisons dramatiques, sachez que le fandom du comic super-héroïque accepte très rarement le changement. Je vous présente quelques exemples de points. Superman Blue, Superman Red, il y a un point où on a décidé de prendre Superman, de le séparer en deux et de baser ses super pouvoirs sur, en fait, ça a toujours été le cas sur le Soleil, mais ce que vous voyez ici, c'est deux piles AA super-héroïques. Il va de même aussi avec le costume slash Civil War de Spider-Man que vous ne verrez pas dans le film Captain America, et Bat-Hombre, pour les gens qui n'étaient pas du tout dans le knowing de Bat-Hombre. C'est un personnage que j'aime mentionner pour les communications sérieuses. Ces personnages viennent confirmer mon propos, car peu importe comment les changements sont effectués ou s'ils sont désirés en premier lieu, je remarque une nette tendance vers le climat de friction quand il est temps de changer les pouvoirs du super-héros. Mais la dynamique est beaucoup plus facile une fois que la refonte générée du personnage est effectuée. Maintenant, Thor. Une explication assez sommaire de qu'est-ce qui s'est passé entre les pages de Thor. Je ne sais pas si vous avez suivi le petit tapage médiatique, mais c'était assez fascinant. Thor est d'inspiration mythologique norvégienne, évidemment. C'est un individu, mais je pense que je vais skipper pour que vous puissiez le voir. Les pouvoirs sont basés sur Mjolnir, donc le marteau qu'il tient dans ses mains. Sur Mjolnir, il y a l'inscription « Whoever holds this hammer, if he be worthy, shall possess the power of Thor ». Le truc, c'est que Thor est définitivement Thor, mais ses pouvoirs proviennent du marteau. Donc, n'importe qui est capable de lever le marteau a le pouvoir de Thor. Et ici, avec cette logique-là que Jason Aaron a cru bon, vraiment, de façon très évidente, réactualiser une histoire qui date de 1967, un vieux What If. Oh, shit, y a-t-il quelqu'un qui... Ok, je vais faire des spoilers. Regarde à ce point-ci, là. What if Jane Foster had wielded the hammer of Thor? Donc, c'est Jane Foster, un personnage qui est incarné par Nathalie Portman, merci, dans Thor. C'est bonne, je vous aime. Qui est maintenant la Terre. C'est un exemple de taille car non seulement Aaron et Robic ont créé un événement médiatique majeur avec la décision de faire de Thor une femme, mais le comic devient en quelque sorte une métaphore englobante de toute la problématique des super-héros genrés. Rapidement, pour que je me mette en bullet point, à l'époque, en fait, le moment où le marteau est abandonné sur le côté bleu de la Lune, dans l'univers Marvel, le côté bleu de la Lune a de l'oxygène, fait que tout le monde peut marcher. Tout le monde teste pour voir s'ils sont assez valables pour ramasser le marteau. Il y a quelqu'un qui le fait à 3 h du matin, là où il n'y a personne qui est en train de regarder. Le mystère, d'où le spoiler que j'avais peur de le faire tantôt, mais que j'ai fait tout de même. Le mystère de qui a réussi à ramasser le marteau de Thor et qui devient la nouvelle incarnation de Thor est comme un voile par-dessus toute la série. On se demande c'est qui, on se demande essentiellement la manière de Kill Bill. Thor a une liste, puis il fait le tour, puis sans les tuer. Mais vraiment, il questionne tous les personnages féminins dans son entourage pour savoir qui serait assez valeureux pour avoir Mjolnir. Tout ça se fait dans un climat où Odin, qui est une figure mythologique assez bien connue, est aussi un effigie patriarcal, s'il en est une, tombe dans son Odin Sleep. Ça, c'est une création de Jack Kirby qui ne vaut peut-être pas la peine de définir à ce point-ci. Essentiellement, il va s'endormir pour très 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 longtemps. Pendant qu'il dort, c'est sa femme qui prend le dessus. Donc, la All-Mother s'occupe de, non plus Asgard, mais Asgardien. Donc, on a une transition du terreau mythologique scandinave vers une lignée matriarcale. En fait, tout ça devient sous l'empreinte de la haute mère. Et là, la Thor féminine apparaît. Et on se pose des questions sur qu'est-ce qui arrive. Il va aussi de même, en fait, il y a un énorme respect qui est porté envers Thor dans son incarnation, comme vous pouvez voir ici, puisque les gens ne font pas cette espèce de division qui était vraiment la manne des années 90. Dès qu'une femme prenait un nom de super-héros, ben on féminisait le nom, comme là, un exemple qui me vient à l'esprit très rapidement, c'est quand Namor a présenté sa cousine à l'univers de Marvel, elle est devenue Namorita. Il ne va pas de même pour Thor. Thor, comme je pense que je l'ai bien expliqué, n'est pas une personne, c'est un état. Et donc, Thor n'est pas genré comme nom. Thor, peu importe c'est qui a l'incarnation du personnage mythologique en elle, et Thor. Ça, c'est extrêmement respecté par les super vilaines, notamment Giganta, qui à un point est en train de faire un crime avec Crusher, son mari, et Crusher essaie de se battre avec, fait quelques blagues sexistes, notamment le fait qu'il y a une Thor féminine maintenant, comment ça se fait que les féministes sont toutes en train de scraper nos trucs. Giganta, sa femme, elle arrive, elle sacre une volée à son mari, puis elle dit « C'est la première fois que je te rencontre, je respecte ce que tu es en train de faire, je vais back off juste à ce point-ci. Mais la prochaine fois, je reviens. » Donc, il y a une très, très belle filiation féminine qui se fait dans Thor.
De façon, moi je trouve intellectuellement très prometteuse dans l'exploration. Mais je vais avancer parce que j'ai plein d'autres choses à faire. Depuis, on ajoute que Thor a un pouvoir supplémentaire qui, à ce que je peux voir dans mes recherches, n'a pas du tout été souligné par la communauté. Quand Superman devient une batterie solaire monochromatique, comme je parlais tantôt, tout le monde saute aux armes, mais quand Thor devient une femme et ensuite acquiert de nouveaux super-pouvoirs, plus personne n'a réagi. La reprise de l'épithète de Thor par une femme, dans ce cas-ci, Worthy of the Power of Thor, lui confère de nouveaux pouvoirs par rapport à l'utilisation de son marteau. Puis ça, c'est une scène. Je peux juste vous présenter ces deux cases-là. Je peux vous dire que le souffle est extrêmement inspirant. Je suis content d'avoir juste ça, parce que ça m'aurait peut-être ému aux larmes de le revoir. Thor est en train de se battre contre des Frost Giants et le marteau se met à rebondir partout à travers les cases. À ce moment-là, Thor lève la tête et se fait une réflexion en lui-même. Odin's beard, I have never seen it do that before. Comme quoi la présence comme quoi une femme qui manipule les armes communément masculines sont capables de leur faire de nouveaux trucs. Je vais sauter donc quelques semaines, maintenant j'en ai déjà parlé, à Spider-Gwen. Mais donc, je me dois de mentionner que c'est l'équivalent féminin de Peter Parker et que le design est, en quelques mots juste, kick-ass. C'est un truc qui existe depuis bien longtemps, en fait, que ce soit en 1997 avec la création du titre Young Adult Spider-Girl, qui a été conduite par une main de maître par Tom DeFalco, ou même le personnage de May, qui est la fille de Peter Parker et Mary Jane, qui apparaît seulement entre les pages de Earth X. On pourrait croire qu'il y a toujours eu une volonté de voir le costume de Spider-Man porté par une femme. Et ceci pour des raisons très précises que nous allons voir à l'instant. Le cas de Spider-Gwen en est un de fascinant car il met en évidence la notion du empowerment du héros féminin. En fait, je dis empowerment, mais ce que je devrais sans doute dire, c'est double empowerment ou empowerment au carré. Spider-Gwen devient alors un intéressant exemple d'une autre problématique. Spider-Gwen devient un intéressant exemple d'une autre problématique, une qui vient me permettre de parler de Searle ou de Butler dans cette communication, celle du performatif du super-héros. Je ne cherche pas le performatif du super-héros chez Butler, mais performatif évidemment. L'acte de se glisser dans le costume du super-héros, ainsi que le mandat philosophico-politique de ce que ça présuppose s'inscrit dans ce que Butler appelle le stylized repetition of acts, qui vient cimenter la conduite super-héroïque. Donc, c'est un truc de mettre le costume, mais c'est une autre affaire de sortir à tous les soirs pour aller battre du crime, de prendre le comportement du super-héros que l'on imite, que l'on adopte. Donc, Spider-Gwen se comporte en quelque sorte, vous l'aurez deviné, comme Spider-Man, avec ses avantages et ses inconvénients. C'est pour cette raison que les super-héros, à en devenir, se retrouvent souvent à questionner. Oups, ouais, je voulais le plugger, puis je pense pas que je l'avais plugué en plein milieu par rapport à la diversité des personnages. Spider-Woman est enceinte et elle continue à battre le crime. Ouais, c'est encore une femme qui l'écrit. C'est très très bon. Mais c'est pas meilleur que Bitch Planet. Yes. Donc bon, vous savez très rapidement, là, je vais go off-book pour un instant, juste pour la fin, parce qu'il me reste presque plus de temps. Il y a toujours le doute planant chez Spider-Man, toujours cette idée-là qu'il n'est pas capable d'entièrement remplir les fonctions de l'effigie qu'il adonne. Ça va de même avec Spider-Gwen, mais quand Spider-Gwen le met en scène, ce questionnement-là, c'est d'une façon qui vient à la fois questionner l'empowerment, mais qui vient aussi servir, qui vient en quelque sorte, qui transforme cette espèce de changement de genre à une histoire. On y va. La prise de conscience du Great Power and Great Responsibility que j'essaie de citer depuis tantôt, que je ne suis pas capable, qui est typique des récits qui mettent en scène l'araignée sous toutes ses formes super-héroïques et qui est présente dans la position super-héroïque, devient un trope qui nous oblige en quelque sorte de parler du empowerment. C'est ça que j'essaie de dire depuis tantôt. Parker, depuis le tout début, est un exemple de confusion face au comportement à adopter avec ses pouvoirs. Le performatif du super-héros devient dès lors un lieu de réapprentissage et de conquête de son pouvoir interne, ainsi qu'un conte philosophique sur ses bons usages. Spider-Gwen s'inscrit alors de façon bien habile dans ce que Jeff Gluck appelle la troisième vague du comique, celle qui doit réévaluer ses principes et ses priorités par rapport à tout ce qui est venu avant lui. C'est un étrange écho au féminisme troisième vague, si je ne me trompe pas. Bref, Spider-Gwen est ce genre de récit qui compte nous offrir une réflexion sur la prise de pouvoir de la femme contemporaine. Le récit est à la fois un empowerment dans le sens du super-pouvoir, mais aussi un récit initiatique sur le contemporain, sur ses pièges, ses dangers, mais aussi sur ses joies et ses victoires. Merci énormément.